Bonjour à tous, je suis Fanta Konaté, bienvenue dans l'émission Naître ici, vivre ailleurs. Une émission où nous parlons du retour au pays des personnes de la diaspora, les repat. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Philippe Simot, une figure bien connue de notre communauté. Il a accepté de se prêter au jeu de notre caméra et partage avec nous le moment où il a décidé de retourner au pays. On lui laisse la parole. Bonjour Philippe, Bonjour. comment tu vas? Bien et toi? Ça va, merci. Je suis ravie et honorée de t'accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Merci Content beaucoup. d'être là en tout cas. Merci. Tu es là pour une raison particulière ici à Dakar aujourd'hui, au Sénégal. Tu peux nous en dire un peu plus sur ta Oui, je présence? fais une formation sur la vente. Ok. Il faut dire qu'il y a de cela quelques années, je venais très régulièrement au Sénégal pour des formations. J'en faisais 3-4 par an. Et ça faisait quoi, 2 ans que je n'étais pas venu pour différentes raisons, beaucoup d'occupations de mon côté. Et donc là, effectivement, on a eu un créneau et j'ai décidé de revenir à Dakar. Et donc là, on a une formation effectivement ce samedi au Radisson sur la vente. D'accord. Parce que je pense que la vente, c'est la compétence numéro 1 pour quiconque fait du business. Si tu ne sais pas vendre, ça ne sert à rien, il faut rentrer à la maison. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des business, mais ne savent pas les vendre. Ou alors des personnes qui veulent lancer des business et qui ne savent pas du tout comment vendre ces business-là. Donc du coup, j'ai créé un programme pour permettre à ces gens-là de savoir comment développer leurs idées. Et surtout ceux qui ont déjà des business, comment faire que ça marche mieux. Ah, ça s'adresse à tout le monde ou aux personnes de la diaspora ou non, Non, tout le monde. Tout le monde. Non, j'ai D'accord. une vraie base de personnes ici au Sénégal. D'accord. Quand je fais des formations ici, c'est 90% de locaux. Ah, super. Quelques personnes de la diaspora de passage. Ok. Et le Sénégal, c'est le 3e pays en termes d'audience qu'on a en Afrique. Donc il y a quand même une grosse base Exactement. de personnes à Dakar et dans le Sénégal qui suivent Investir au pays. Donc je vous invite à vous présenter en tout cas ce samedi. C'est au Radisson, c'est ça? Oui, c'est vrai. Au Radisson. Si vous voulez suivre la formation de Philippe ce samedi 13, à quelle heure? C'est à partir de 9h. À partir de C'est 9h. toute la journée. Toute la journée. 9h, 17h ou 18h, quelque chose comme ça. D'accord. C'est toute la journée. Donc il ne Bon. faut rien prévoir, il faut venir se former. Exactement. Et puis, dans la diaspora, on connaît très bien Philippe. Ouais. On a une très belle communauté. Donc, vraiment, on a tous commencé en regardant tes vidéos. Donc, si vous voulez le voir, en tout cas, tu seras présent. Oui, bien sûr, c'est Ouais, la formation. ok. Mais ce que je dis aux gens de la diaspora, souvent, c'est, indépendamment de ça d'ailleurs, on envoie beaucoup d'argent à nos familles, nos frères, nos sœurs. Exactement. Et ce que je dis, c'est quand il y a ce genre de choses, il faut les envoyer là-dedans. C'est-à-dire que envoie ton frère, envoie ta sœur, viens, va te former, va apprendre, parce que ça va lui être beaucoup plus utile que les 100 euros, 200 euros que tu vas lui envoyer. D'accord, je suis d'accord. Voilà. Donc, ça vous donne déjà un aperçu de ce que vous allez avoir pendant la formation. Alors, Philippe, aujourd'hui, nous, on se rencontre dans l'émission Naître ici, vivre ailleurs. Oui. Donc, c'est une toute nouvelle émission qui a quelques mois. Donc là, on parle de la repatriation des personnes, des afrodescendants qui reviennent au pays. Tout à fait. Voilà. Donc moi, je ne vais pas parler business aujourd'hui, Philippe. Très bien. Parce qu'on on connaît tous Philippe, on connaît tous tes business. Moi, je veux savoir comment tu as fait et quand tu as eu envie, en tout cas, de quitter l'Occident pour te dire, ça y est, c'est le moment pour moi de revenir en Afrique et de poser mes valises ici. Alors, il faut savoir que moi, je suis parti du Cameroun pour aller faire mes études, mon diplôme d'ingénieur en France. Mais même quand je partais, je savais que je reviendrais. D'accord. Je ne suis jamais parti en me disant, je m'en vais, je quitte l'enfer qu'est l'Afrique. Mais tu sais que c'est différent de la majorité des personnes qui viennent faire les études en France. Tout à En fait. général, dans leur esprit, c'est je vais y rester, je vais faire ma famille. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que je précise que moi, dès le départ, je suis parti en me disant qu'il faudrait que je revienne. D'accord. Mais la vérité, c'est que même en m'étant dit ça, quand tu arrives en Europe, que tu commences à travailler, que tu commences à gagner de l'argent, c'est de plus en plus difficile de repenser à tes projets de retour. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit dans leur tête, et j'aime bien prendre le cas on a des oncles notamment, qui sont dans la diaspora depuis très longtemps, 30, 40 ans, et qui depuis 30 ans disent qu'ils vont rentrer, mais ils ne rentrent jamais. Exactement. Donc l'idée de rentrer est une idée qui en réalité est dans l'esprit de beaucoup de personnes. D'ailleurs, et c'est pour ça que je pense Investir au pays a autant de succès dans la diaspora, c'est parce que c'est un message qui parle aux gens. Les gens veulent rentrer. C'est maintenant plutôt comment on rentre dont on va parler. Mais moi, c'est pour préciser déjà que moi, j'ai toujours voulu rentrer. J'ai été confronté au fait qu'à un moment donné, je gagnais de l'argent, j'avais une vie en France. Et donc, je crois que je vais avoir un déclic, moi, parce que je vais rencontrer un collègue qui, lui, on va dire, il commençait sa radicalisation écologique.
D'accord. C'est-à-dire que je l'ai vu pendant au début, il mangeait de la viande. Après, il a dit que pour respecter les animaux, il ne mange plus de viande. Il a commencé à essayer de nous convertir tous, ainsi de suite. Et ce que moi j'ai apprécié, c'était sa cohérence. Entre lui qui constamment parle d'écologie et en paye le prix dans sa propre vie. Il ne mange plus de viande, il ne mange plus de poisson, il change ses habitudes, même de tourisme, il ne va plus à certains endroits, il ne porte plus du cuir, il ne porte plus certains vêtements. C'est radical. Il veut être cohérent à son combat. Et je me suis dit, mais moi je parle tout le temps d'Afrique ici, mais je bosse chez Areva. Parce que je bossais chez Areva. Oui, je suis bien payé. Enfin, à l'époque, je croyais que c'était très bien payé. Je touchais 3 600 €. Je suis bien payé. Pas mal. Je bosse chez Areva à la Défense, dans une grande tour. Mais je ne suis pas à ma place, en fait. Tu te sens pas bien? Non, je ne suis pas à ma place. J'aime mon boulot. Je voyage autour du monde. Je vais en Asie, je vais en Amérique latine, au Mexique, dans le cadre de mon boulot. Donc, je voyage beaucoup. Et j'ai beaucoup d'avantages dans mon travail. Mais j'ai un problème de sens. C'est que je bosse pour une boîte qui est accusée de faire des choses sales sur le continent africain. Et pourtant, c'est cette boîte-là dans laquelle je donne mon énergie pour essayer de la développer, ainsi de suite. Et je me dis, mais je ne suis pas cohérent par rapport à mon collègue, en fait. Parce que lui, il a accepté de payer le prix, de se priver, ainsi de suite. Et de là, donc, il va venir une décision de, il faut partir, il faut faire quelque chose. Quoi, je ne sais pas trop. Jusqu'au jour où je vais rencontrer quelqu'un qui va vraiment faire un deuxième déclic. C'est un Camerounais dont je parle souvent, il s'appelle Pierre, qui, lui, quand on a fini notre école d'ingénieur, en très peu de temps, il s'est lancé en tant que chef d'entreprise. Et à partir de là, il gagnait beaucoup plus que nous. Et donc, comme il dit, je le rencontre pour le déjeuner. J'ai même pas pu aller au déjeuner parce que ce midi-là, mon chef me dit, j'ai besoin que tu restes bosser. Et donc là, ça me rappelle les contraintes du salariat. C'est-à-dire que de toute ma vie, chaque fois que je vais en pause à l'heure que je veux. Le jour où j'ai un rendez-vous important, en fait, je ne suis pas si libre que ça. Le boss me dit de rester, je reste. Et donc, je finis peut-être 1 heure plus tard. Quand j'arrive, ils ont fini de manger. Moi, on va discuter 5 minutes. Et en 5 minutes, il va complètement me convaincre de passer à l'action parce qu'il va m'expliquer que... Et ça, je crois que c'est important que la diaspora comprenne ça. Il va me dire, mais Philippe, on a fait des études ici en France. J'ai fait une bonne école d'ingénieur. On a fait des études ici en France. On était parmi les meilleurs dans nos écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce que tu penses que l'élite française fait? Il dit, parce que je pense que nous qui sommes venus ici étudier dans de bonnes écoles, on fait partie un peu de l'élite africaine. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses que l'élite française fait? Tu penses qu'elle se bat en entreprise pour avoir 2 000 à 3 000 €? Je lui ai dit non. Il me dit, tu penses qu'elle fait quoi? Je lui dis, je pense qu'elle crée des entreprises pour changer la France et le monde. Et il me dit, bah, tu as tout compris. Il me dit, si tu étais au pays, est-ce que tu penses que tu serais en train de te battre dans une boîte pour être augmenté? Je lui ai dit non, je pense que je serais patron. Il me dit, bah, tu as tout compris. Il n'y a aucun sens que l'élite africaine soit en France en train de se battre pour avoir 2 000 à 3 000 €, alors même que des gens avec qui on était à l'école, avec qui on était même parfois meilleurs qu'eux, aujourd'hui sont en train de se battre pour créer des startups et changer le monde. On a fini la conversation, je suis remonté, j'ai appelé ma boîte pour leur dire je démissionne. Ah oui. Ouais, radical. Oh, c'était radical. Radical. Alors attends, je te coupe. Est-ce que tu étais mariée à l'époque? J'étais marié. Alors, J'appelle ma femme, je lui ta dis que femme. je démissionne. J'appelle ma mère, je lui dis que je démissionne. Et tout le monde a un peu la même réaction. Oh, Oui, oui. qu'est-ce qui t'arrive? Surtout en tant qu'Africain. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux démissionner? Tu veux quitter un salaire et tout? Je lui ai dit oui. T'avais pas d'enfant? Si, on avait déjà un enfant. D'accord. On avait déjà un enfant. Ta femme a paniqué, je suis sûre. Après, on ne me l'a pas montré. D'accord. Après, il faut savoir que moi, je suis très économe. Donc, on avait quand même une réserve qui faisait que même si je quittais mon boulot, on n'allait pas être inquiet les prochaines semaines. Mais je ne quitte pas mon boulot pour ne rien faire. Je quitte mon boulot parce qu'en tant que cadre, j'ai 3 mois de préavis. Et en fait, ce que je veux simplement faire, c'est devenir consultant indépendant. C'est-à-dire que dans mon boulot de consultant, je travaillais pour un cabinet qui me plaçait chez des clients, qui facturait ses clients 600 € jour. Donc, quand tu prends un mois, ça fait 6 fois 20. Le cabinet gagnait 12 000 € et moi, on m'en donnait 3 600. D'accord. Donc, quand on dit que je gagnais 3 600 pour les gens, c'est pas mal. Mais en fait, quand je fais le calcul, je me rends compte que je me fais quand même pas mal douiller dans le deal. Quand je dis que je vais démissionner, le cabinet va quand même proposer 1 000 € de plus par mois. D'accord. Et là, je me dis, mais les gars, vous auriez pu me proposer ça avant quand même. Mais là, ma décision est prise.
au-delà du fait que je vais gagner probablement plus d'argent, je veux surtout plus vivre avec cette contrainte-là. D'accord. Parce que dans la même période, ma mère est malade et je me rends compte que même si j'ai un peu de sous, je suis très limité dans mes déplacements. J'ai un nombre de jours de congé très limité, je ne peux pas être là pour elle autant que je le souhaite, ainsi de suite. Donc ça me pèse aussi. Et donc je décide de tout quitter et de me lancer comme consultant industriel et de commencer à chercher une mission dans les 3 mois. Quand j'annonce à mon boss d'Areva que je démissionne et que je vais trouver une autre mission, il me dit, mais il faut que tu restes ici. Je lui ai dit, oui, mais moi, je ne peux pas rester ici parce qu'il y a des accords entre ma boîte et vous. Il me dit, non, 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 t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire. Donc, il s'arrange pour me faire changer d'entité dans la structure, pour m'amener dans un autre département, pour casser la clause avec mon cabinet là. Et il me maintient avec la rémunération que j'avais déjà avant. Donc, du jour au lendemain, je passe de 3 600 à 12 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a une grosse augmentation de revenus. Et ça me confirme et conforte dans le fait que bien souvent, on est dans des prisons parce qu'on a des peurs qui ne sont pas justifiées. On va avoir peur de perdre un CDI en se disant que si je perds mon CDI, parce que c'est ça la crainte. Beaucoup de gens se disent, oui, mais si tu te passes maintenant indépendant et que tu n'as pas de mission, qu'est-ce qui se passe? Vu que tu n'as plus de société, bon, en fait, il faut juste voir la chose de l'autre côté. Et quand tu es en indépendant comme ça, en 4-5 mois, tu te fais ton revenu annuel d'abord. Oui. Donc, même si tu travailles 1 an et que tu t'arrêtes, tu as une réserve de 2 ans de travail. Oui. Et les gens ne voient pas les choses comme ça. Oui, c'est vrai. Après, il y a aussi la pression sociale. On est aussi des Africains, on sait qu'on a toute la famille qui est derrière. Quitter son travail, c'est un peu risqué. C'est pour ça que je te posais la question par rapport à ta femme, ton enfant. Non, je n'ai pas eu de crainte dessus parce que, justement, pareil, je pense que les gens inversent les raisonnements qu'il faut avoir. D'accord. Moi, je me suis dit justement que parce que j'ai un enfant, je dois prendre tous les risques qu'il faut pour lui permettre d'avoir les meilleures conditions de vie possibles. Pas l'inverse. Parce que justement, les gens, quand ils ont des responsabilités, ils sont cloués par ces responsabilités et ne prennent plus de risques. Mais en fait, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Quand j'étais seul, je n'avais aucune charge. À la limite, je pouvais être flemmard et m'amuser comme je voulais. À partir du moment où je commence à avoir des charges et des responsabilités, eh bien justement, je suis en devoir de prendre les risques qu'il faut pour leur donner les meilleures conditions de vie possibles pour grandir. D'accord. Et si ça implique quitter 3007 pour essayer d'avoir 12 000 de chiffre d'affaires, ma foi, je pense que c'est un risque qui vaut la peine. Oui, je pense aussi. Oui. Après, il faut avoir le mindset aussi. Je pense c'est une question de mindset. Tout part du mindset. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je pense que tu as fait une ascension professionnelle. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, tu es encore en France? Non, maintenant je suis beaucoup plus en Afrique qu'en France. Ouais. Non, mais à l'époque, quand oui, à l'époque, tu étais encore en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc le déclic, qu'est-ce qui t'a fait dire, voilà, il est temps pour moi de. Parce que quand je me mets donc maintenant comme consultant industriel, que je commence à gagner beaucoup plus d'argent, en fait, il se passe quelque chose de simple, c'est que avant j'investissais déjà un peu en Afrique, mais là, comme j'ai beaucoup plus de rentrées d'argent, je vais investir beaucoup plus massivement en Afrique. Et il se trouve que certaines de mes activités ne vont pas très bien. Et je commence à me rendre compte que c'est parce que je ne suis pas là. En Afrique? Oui. D'accord. Parce que je ne suis pas là, que certaines choses peuvent se faire facilement. Et donc, je décide à partir de là de commencer à rentrer beaucoup plus souvent, à venir plus souvent en Afrique. Et dans le même temps, donc, je commence à me rendre compte que beaucoup de gens autour de moi s'intéressent à ce que je fais. Quand je leur parle de ce que je fais en Afrique. Tu parlais librement de toutes tes activités que tu avais en Afrique et à l'époque, sénégalais, d'accord, ainsi de suite. Parce qu'en général, on se dit, dans la combinaison, on dit non, faut jamais rien dire. Non. Ok, d'accord. Donc toi, t'es pas comme ça. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je n'ai pas justement cette éducation de il faut cacher. Tu n'as rien, mais tu caches. Bref. Oui, c'est autre chose. Tu caches rien. Non, parce que quand tu commences à avoir des résultats, c'est visible. Tu peux pas le cacher. Oui, c'est vrai. Généralement, les gens qui cachent, c'est qui cachent des choses qu'on peut cacher. Donc, et je me rends compte que quand je parle de mon élevage de poulets au Cameroun, mes autres potes veulent faire la même chose. Ah, mais moi aussi, je veux faire la même chose. Comment tu as fait? Donc, je me retrouve à devoir leur expliquer constamment les mêmes choses, les mêmes process, les pièges que j'ai rencontrés. Et au bout d'un certain temps, je me dis, mais en fait, si je crée un média sur lequel je raconte mon aventure entrepreneuriale, d'un, ça m'évitera de devoir tout le temps expliquer aux gens, parce que je vais leur dire, va regarder. Mais de deux, je pense qu'on n'est pas les seuls que ce genre de choses intéresse. Je pense qu'il y a d'autres personnes comme nous, là, des jeunes cadres, qui veulent faire des choses au pays et qui ne sont peut-être pas
qui ne savent pas comment s'y prendre. Et peut-être que mon aventure va les inspirer. Ouais. Et donc, sur la base de ces deux arguments, je me décide à créer donc une plateforme qu'on va appeler Investir au pays, sur laquelle je vais commencer à partager ce que je fais en Afrique. À cette époque-là, tu étais entre les deux pays, en fait. Oui. Mais tu n'avais pas déménagé définitivement. Non, pas du tout. Non, j'étais en France. Tu étais encore en J'ai France. lancé ça, oui, complètement. J'étais en France. Ça t'a pris combien de temps pour préparer le départ définitivement au Côte d'Ivoire, si Oui, j'ai bien compris. oui, Ça t'a oui. pris combien de temps? Entre le temps où tu t'es dit, c'est bon, j'ai des entreprises en Afrique, il faut que je les gère sur place parce que ça ne marche pas. Voilà, si j'étais sur place, ça se marchait beaucoup mieux. Combien de temps ça t'a pris pour te dire, il faut que je quitte la France et que je vienne m'installer en Afrique? Le temps de préparation, en fait. Concrètement, je pense 1 an. 1 an. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à dire et à discuter concrètement, parce que l'idée de rentrer en Afrique, ça c'est un point important, comme j'ai dit tout à l'heure, a toujours été une idée importante. Et même quand j'ai choisi celle qui allait être mon épouse, j'en ai parlé en amont. D'accord. Parce que ça c'est un point très important. C'est important que tu ne peux pas dire que tu veux rentrer en Afrique, tu le sais. Exactement. Et tu vas épouser une Russe, parce que c'est le cas de quelqu'un que je connais, tu vas épouser une Russe Je suis d'accord. qui n'a rien à voir avec l'Afrique et qui, le jour où tu dis que je vais aller en Afrique, te dit que ça sera sans moi et sans mes enfants. Ouais. Parce que ça, c'est aussi une situation dans laquelle les gens sont dans la diaspora. Donc moi, j'avais déjà validé le fait que... Et ce n'était pas juste une parole dite comme ça, parce que quand les gens s'aiment, on te dit des promesses, des paroles, mais après, on change d'avis. Je m'étais assuré que mon épouse était parfaitement alignée sur le fait de rentrer en Afrique assez rapidement. Et que ce soit une Africaine aussi, parce que... Bien sûr. Voilà. Ça fait cohérent. Oui. Voilà. Mais bon, il y a des non-africaines qui veulent rentrer en Afrique aussi. Exactement. Mais en tout cas, il faut s'assurer que la partenaire de vie que l'on a veut Accepte. rentrer en Afrique et que ce ne soit pas une contrainte pour elle. Oui. Surtout quand on l'a rencontrée hors d'Afrique. C'est ça. C'est pas naturel que la personne accepte. Et puis surtout, parfois, les gens te disent oui, mais en fait, ils ne savent pas à quoi renvoie l'Afrique. Ils voient les safaris et autres. Ils ne comprennent pas que c'est des endroits où tu dors, il y a des moustiques, il n'y a pas la clim, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité parfois. Il faut qu'ils comprennent bien ce que ça... Et il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a l'Afrique des vacances et l'Afrique de... Tout à fait. C'est deux choses différentes. Quotidien. Ouais. Donc il faut avoir toutes ces conversations en amont. Et moi, j'avais sécurisé tout ça. Donc, et comme je commençais déjà à faire investir au pays dans lequel je parlais constamment d'Afrique et que je commençais à revenir, parce qu'il faut le dire, je commençais à revenir 3-4 fois. Et puis, à un certain moment, je venais en Afrique facile, entre 6 et 10 fois par an. Donc, je revenais très souvent en Afrique. Et donc, forcément, la suite logique, c'était de passer plus de temps en Afrique qu'en France. Mais j'avais besoin quand même de stabiliser un certain nombre de choses en France, notamment mes entreprises, de recruter, parce que si moi, au début, qui avait commencé les entreprises tout seul, je devais partir, il fallait qu'il y ait une équipe qui fasse que le business continue. Donc il fallait recruter des gens, les former, s'assurer qu'ils comprennent bien le business. Et il y a eu bien évidemment des mauvais castings, il fallait recommencer à recruter, ainsi de suite. Donc il a fallu sécuriser quand même un certain nombre de choses en France avant de se dire, ok, maintenant on peut sauter le pas pour aller en Afrique. D'accord. Donc là, tu as pris femme, enfant et tu es parti. Tout le monde. Mais sachant que, comme je disais, on était déjà venu plusieurs fois. Oui. Donc c'était la suite logique. C'était la suite logique. C'était la suite logique. Concernant ta femme, du coup, elle travaillait en France. Oui. Donc elle a tout quitté. Elle travaillait avec moi. Ah bon, bah, ça arrange beaucoup de choses. Il faut bien préparer son... Ah ouais, donc la préparation était plus simple. Fluide. Et les enfants? Les enfants n'allaient pas... Alors, on a fait, quand on était en France, on faisait du homeschooling. D'accord. Les enfants étudiaient à la maison. On a un prof qui venait leur donner... Parce qu'on voulait de la mobilité. Justement, comme on voyageait tout le temps, on ne voulait pas être bloqué parce que l'école dit que l'enfant ne peut pas bouger, ainsi de suite. D'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une vision holistique de la chose. Oui, il faut penser ça de manière globale. Oui, je vois et ça. faire les choix de vie qui vont avec. Nous, nos enfants n'allaient pas à l'école. Donc ta préparation, elle a été... Tout à fait. En fait, tu savais réellement que tu Tout à fait, venir, je savais où on allait. Super. Et donc, quand il a fallu aller en Afrique, ça a été assez simple. Il n'y avait pas de permission à demander ou quoi que ce soit. On a basculé sur le continent africain. Donc toi, quand tu es revenu en Afrique, tu avais une situation assez aisée. Hein. Donc ça t'a permis... C'était pas à plaindre, oui. Voilà, ça t'a permis de te dire, voilà, on rentre, mais on a la même qualité de vie, en tout cas, équivalente, voire meilleure qu'en France. Meilleure. C'était une condition d'avoir une qualité de vie meilleure? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Nous, on est des gens très simples. D'accord. Justement, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais moi, quand j'ai rencontré ma femme, je vivais dans une chambre d'étudiant. Et à l'époque, j'étais le seul revenu, puisqu'elle était encore en études. Et quand il a fallu se marier, la question du logement s'est posée. Et moi, tu t'es marié jeune, excuse-moi Philippe, tu t'es marié jeune? Pas si jeune que ça. J'aurais aimé me marier beaucoup plus jeune que beaucoup plus tôt. Je suis marié à 30 ans. Mais j'aurais aimé me marier beaucoup plus tôt. Mais bon, on s'est marié à 30 ans. Enfin, moi j'avais 30 ans, elle était un peu plus jeune. Et à ce moment-là, justement, j'étais encore dans ma résidence étudiante.
C'est-à-dire que je suis resté dans cette résidence étudiante quasiment 4 à 5 ans Ah oui, d'accord. euh, après mon diplôme. Et il se trouve qu'à ce moment-là, quand il a fallu changer, je trouvais les loyers beaucoup trop chers. C'est-à-dire que je me disais, mais ok, parce que c'est ce que tous mes potes avaient fait. C'est-à-dire que dès que tu te maries, on déménage, on va dans un beau quartier, on va accueillir la femme à la maison. Mais du coup, tu passes d'un loyer de 300, 400 euros à un loyer de 1000 euros. Ouais, ouais. Et je trouvais que c'était beaucoup trop. Tu étais en Île-de-France? J'étais en Île-de-France, bien Ouais. sûr. Et il fallait trouver un loyer plus bas. Donc, on a cherché un appartement plus bas, on n'a pas trouvé. Du coup, on s'est retrouvé dans la configuration dans laquelle, à quelques semaines du mariage, on a eu un appel de la mairie qui nous a proposé un logement social D'accord. qui correspondait parfaitement au type de budget qu'on cherchait, mais qui donnait un espace un peu plus grand. Mais du coup, quand on s'est marié au début, avant d'intégrer ce logement social-là, on a vécu dans ma chambre étudiante. D'accord. Donc, et tout ça, c'est finalement très bien parce que ça te permet de valider que tu es avec quelqu'un Exactement. qui a le même mindset que toi, Exactement. qui n'a pas de problème à descendre plus bas s'il faut descendre, à monter s'il faut monter. Et avec, tu ne vas pas te poser certaines questions. Quoi. Et donc, du coup, je n'avais pas de crainte en revenant en Afrique sur le fait que si on ne vit pas dans telle condition, ça va poser problème. Pas du tout. Et quand on est arrivé, on a trouvé une maison. Maintenant, pour moi, c'était important d'avoir une maison parce que quand tu viens en Afrique, tu ne vas pas te battre dans 40 mètres carrés. D'avoir une maison, d'avoir un certain confort, d'avoir de l'aide. Parce que quand tu as des enfants et que tu fais tout pour les enfants et quand tu as de l'aide à la maison, ça change tout. Et donc, bien évidemment, l'un des gros atouts, c'est qu'on peut avoir de l'aide sans se ruiner. Vous avez continué l'école à la maison du coup? Non, quand on est arrivé ici, du coup, ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école, d'accord. Et ça va? Ils se sont bien Au adaptés? début, c'était un peu compliqué, mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Ils vont entrer dans leur 3e année, donc ça va. Bon. Ils ont pris l'habitude maintenant. Ok. Et la famille? Parce que j'ai envie de parler de la famille. Comme je disais, la pression sociale chez les Africains. Quand tu avais déjà une situation assez très bien, même professionnellement parlant, mais quand tu as annoncé à toute la famille, c'est bon, je quitte la France, je reviens en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était une suite logique parce que je revenais déjà très souvent. Oui. Et puis en général, quand même, je pense que dans la famille, il faut savoir, je pense que c'est très important de savoir quelle est la position que tu as dans une famille. Avec ton tempérament et comment les gens te traitent. Moi, dans ma position, dans ma famille, je ne suis pas le genre de gars à qui on dit ce qu'il doit faire. D'accord. Tu es le plus jeune? Non, je suis le plus jeune. Je ne suis pas le plus jeune, je suis intercalé là. D'accord. Mais les gens savent que quand je dis quelque chose, il ne faut pas venir me dire de ne pas le faire. D'accord. Parce que je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai pas demandé de financer mon voyage. Je ne t'ai pas demandé de financer mon retour. Je ne t'ai rien demandé. Donc, je t'informe que je vais faire ci. Oui, parce que tu as une force de caractère, hein, parce que tout à fait. Tout le monde ne cède pas à la pression sociale. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est très compliqué. Il y a des familles dans lesquelles il y a un tonton là ou une tata qui décide pour tout le monde. Mais c'est vrai, il faut reconnaître ça. Si tu veux te marier, tu dois d'abord lui dire que tu veux te marier. Tu dois d'abord comme tu demandes la permission, est-ce qu'elle est d'accord? Et il y a beaucoup de gens, il faut le dire, de la diaspora qui ont ce rôle dans leur famille au pays. C'est-à-dire que parce que c'est peut-être lui qui envoie l'argent, il est la personne qui terrorise tout le monde. Et tout ce qui se passe par lui. Mais moi, dans ma famille, on n'est pas comme ça du tout. On est tous très autonomes. Et j'ai juste informé que j'allais rentrer en Afrique. La question qui s'est pu te poser, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire, pas le Cameroun? Oui, j'allais te poser la question. Mais quand j'ai expliqué, les gens ont compris. Moi, je rentrais pour faire du business. Je ne rentrais pas pour faire du tourisme. Et j'avais des opportunités en Côte d'Ivoire. J'en avais d'autres au Cameroun. Mais je tenais aussi à communiquer un message. Quand les Africains rentrent en Afrique, il faut qu'ils arrêtent de penser à leur pays. Il faut penser... C'est pas plus simple? Opportunité. Non, c'est pas plus simple. On croit que c'est plus simple. Mais quand tu rentres dans ton propre pays, tu es à la merci de tellement de sollicitations. C'est vrai. Tes oncles, tes tantes peuvent venir frapper chez toi quasi quotidiennement s'ils veulent. Vrai. Parce que tu es là et tu es accessible. Ouais. Quand tu es dans un autre pays africain, pour eux, c'est toujours comme si tu étais en Europe. C'est vrai. Ils ne te voient pas. Oui, c'est vrai. Ils ne peuvent pas te parler, ils peuvent juste appeler. Et surtout, ça fait que tu peux travailler tranquillement. Parce que, mine de rien, quand dans nos pays, tu commences peut-être à avoir un peu de résultats, dès que tu achètes par exemple une voiture, tout le monde voit que tu as acheté une nouvelle voiture. Et tu sais comment c'est interprété. Dès que tu t'habilles même bien, de façon genre, on comprend que oui, il a eu une rentrée d'argent, elle a eu une rentrée d'argent, donc on vient te soumettre davantage de problèmes. Et donc, aller dans un pays dans lequel les gens ne te connaissent pas,
ça fait aussi que même là-dessus, les locaux ne te traitent pas de la même manière. Parce que quand tu es dans ton propre pays, il y a une forme de la familiarité en train de le mettre. Oui. Par contre, quand tu es dans un pays totalement différent, les gens te considèrent comme un étranger et ils essaient de te montrer le meilleur visage possible. Ils se disent, bon, il n'est pas d'ici, ne lui faisons pas nos choses. Oui. Alors donc c'est un conseil que tu donnerais à une personne? Oui, bien sûr, de réellement penser à un autre pays que son pays d'origine. Bien sûr. Surtout qu'il faut se poser la question de, par rapport à ce que je veux faire, quel est le pays en Afrique dans lequel j'ai le plus d'opportunités? Si tu veux faire, par exemple, dans les startups, et que tu es, par exemple, burkinabé, je ne te dirais pas d'aller au Burkina. Le Sénégal ou alors le Rwanda sont de véritables plateformes pour les startups en Afrique. Va dans l'un de ces deux pays parce que tu as un écosystème qui est favorable et qui te permettra de pouvoir rapidement développer ta startup, de lever des fonds par rapport au Burkina, là où tu vas arriver, il y a 2-3 startupers qui se battent, ils n'ont jamais levé 10 millions et tout est à faire sur place. Va là où l'écosystème, par rapport à ce que tu veux faire, est plus favorable. Et en Afrique, il y a beaucoup d'inégalités dans ce secteur. Mais là, tu parles d'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'une personne qui souhaite rentrer et entreprendre. Mais est-ce que ce n'est pas plus simple de conseiller une personne de rentrer d'abord en tant que salarié, je ne sais pas, hein, tu me diras, pour essayer de voir les opportunités sur place avant de se dire bah, je me jette dans la gueule du loup, surtout en Afrique. L'entrepreneuriat en Afrique, c'est très compliqué. Un moyen aussi. C'est juste que, par expérience, j'ai constaté que les gens qui rentrent par salariat restent salariés. Ah. C'est par expérience. D'accord. J'ai constaté que les gens qui disent « Ouais, donc je vais commencer par prendre un job, là. » Il arrive avec ses exigences de la diaspora, donc généralement, il est bien rémunéré. D'accord. Il arrive à un certain statut. Parfois, il négocie même des contrats d'expat. D'expat, ok. Donc, il vient, il touche 1-2 millions, il a une voiture, il a une nounou, il a peut-être même un appartement, et il pense que quand il va devoir se lancer, il va perdre tout ça. Ah. C'est pas mieux. Hein? Donc, c'est un piège. Ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Ça va devoir rappeler la même chose que tout à l'heure, la force de caractère de dire je laisse tout ça. D'accord. Donc c'est une préparation mentale. Je reconnais que ça a des avantages. Oui, parce que l'Afrique, c'est très compliqué. Je suis d'accord. Ça permet de se familiariser au contexte. Mais il ne faut pas oublier que même ceux qui sont dans nos pays ici depuis longtemps, un salarié, ça reste quelqu'un qui voit le monde d'une certaine manière, qui est différente d'un entrepreneur. Donc même dans la même ville, un entrepreneur et un salarié ne voient pas les choses de la même manière. Donc, revenir comme salarié, ça va te permettre de comprendre la culture et autres, mais ça ne te préparera pas à être entrepreneur. Parce que ce n'est pas le même mindset. D'accord. Donc, toi, tu accompagnes les personnes qui veulent rentrer en Afrique, mais plutôt dans l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Parce que il y en a beaucoup. On commence à être une belle communauté, en tout cas, de repates ici au Sénégal. Mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat en France, mais qu'ils se disent l'Eldorado aujourd'hui, le futur, c'est l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas dangereux de dire je quitte le salariat, même si j'ai une petite épargne, je vais aller en Afrique et je vais voir ce qui se fait? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas commencer à entreprendre et essayer de voir toute la machination de l'entrepreneuriat en France? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui, voilà, aussi en plus. Tout est une question de personnalité. Ah. C'est ta personnalité qui va jouer. Est-ce que tu es un risk taker? Est-ce que tu es quelqu'un qui est à l'aise avec le risque? Ou alors, pas du tout. Parce qu'un entrepreneur, en réalité, c'est quelqu'un qui est payé pour les risques qu'il prend. On a l'habitude de dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'un immeuble et qui fait son parachute pendant qu'il descend. Donc, il n'a pas sauté avec le parachute. D'accord. Il se fait son parachute pendant qu'il est en train de tomber. D'accord. Ça veut dire qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui attend que tous les feux soient verts pour démarrer. Oui, mais ça, c'est un mindset. Oui. Ça veut dire que, si je comprends, tu dois avoir des personnes qui te sollicitent, à qui tu leur dis non, vous n'êtes pas fait pour faire de l'entrepreneuriat, il ne faut pas rentrer en Afrique. Non, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Tu ne dis pas ça à quelqu'un? Non, je pense que tout le monde peut entreprendre. Tu penses? Tout le monde, oui. Tout le monde, absolument tout le monde, surtout sur ce continent. Il faut oublier qu'en Afrique, quand même, plus de 70% de la population active est entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est payé en contrepartie d'un service ou d'une prestation qu'il fait. À un moment qu'il vend des fruits, on est entrepreneur. Oui, c'est vrai. Nous, on a juste l'entrepreneur, on pense à Steve Jobs. Non. À partir du moment où tu vends quelque chose et qu'on te donne de l'argent en retour, tu es déjà dans le business. Le problème de nos entrepreneurs, c'est qu'ils ne sont pas structurés et qu'ils ne grandissent pas. Mais on a beaucoup d'entrepreneurs sur ce continent qui se lèvent le matin. Parce que quelle est la différence entre un salarié et un entrepreneur? Il y en a plusieurs, mais le salarié vit dans la certitude. L'entrepreneur vit dans l'incertitude. Le salarié se lève le matin,
il sait qu'il doit aller au travail. Qu'il performe ou qu'il ne performe pas, Il aura un salaire. son salaire va arriver. L'entrepreneur se lève le matin. S'il ne performe pas, il ne mange pas. Ouais. Et même s'il performe, il peut ne pas manger quand même. Moi, j'aime bien prendre une image très simple qui dit que un entrepreneur et un salarié, c'est comme un chat et un lion. Le chat, le matin, quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se mettre dans un petit coin, il attend ses croquettes. Son maître vient lui déposer ses croquettes, son assiette, il mange ses croquettes. Après, il va la regarder, il joue un peu dans la maison, il se pose sur le canapé, il regarde la télé. Tu as même une souris qui passe à côté de lui, c'est comme si rien ne s'est passé. C'est ça le salarié. Oui. Et du coup, ce chat-là ne va jamais connaître son plein potentiel. Et puis, tu as de l'autre côté le lion, la lionne, parce que c'est elle qui chasse, qui se lève le matin, elle a faim. Elle ne sait pas ce qu'elle va attraper. Peut-être rien. Mais peut-être qu'elle va revenir avec une antilope. Peut-être que ce sera une biche. Et c'est un choix qu'il faut faire. Est-ce que je veux être une chatte à la maison ou je vais être une lionne dans la jungle? Moi, j'ai fait le choix d'être un lion dans la jungle. C'est une question de mindset. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, le fait que tout le monde soit entrepreneur. Non, j'ai dit tout le monde. Très dangereux. En fait, je pense que tout le monde peut l'être, mais tout le monde ne peut pas l'être au même niveau. Ah, d'accord. C'est peut-être ça qu'il faut différencier. Ouais, parce que l'entrepreneuriat, c'est comme un immeuble dans lequel il y a plusieurs étages et chacun d'entre nous va s'arrêter à un étage. Et cet étage-là, c'est le prix à payer. Tu peux arriver au troisième étage et tu dis, bon, moi, j'aime bien la vue ici, je m'arrête là. Parce que cet entrepreneuriat que je fais là, ça me permet d'avoir 3 000 à 4 000 euros à la fin du mois, de prendre soin de ma famille, d'avoir un minimum de liberté. C'est vrai. Et je suis pépère avec ça. Je ne veux pas aller plus loin. Ouais. Et puis, tu as le 6e étage. Mais si tu dis que tu vas arriver au 6e étage, ça veut dire que tu vas être moins présent pour ta famille. C'est le prix à payer. Oui. Ça veut dire que tu vas devoir beaucoup voyager. C'est le prix à payer. Ça veut dire que le week-end, parfois, tu vas être au travail. C'est le prix à payer. Et tu as certains qui vont dire, tu sais quoi, je veux aller au 6e et je veux payer ce prix-là. Donc, ils montent. Et tu en as d'autres qui vont te dire, le 6e, c'est bien, mais je vais aller plus haut. Et il y en a qui vont te dire, on va leur dire, mais le prix à payer pour ça, c'est que tu n'as pas de vie de famille. Et ils vont te dire, j'accepte. Je vais monter plus haut. Et du coup, tu vas voir que beaucoup d'entrepreneurs ont divorcé, ont des vies familiales catastrophiques. Et c'est le prix qui était à payer et ils ont accepté de le payer. Mais peut-être qu'il aurait peut-être fallu préparer en amont, comme quand tu me disais tout à l'heure, toi tu savais que tu allais revenir, donc ton épouse, tu l'as, enfin pas choisi, c'est un grand mot, mais vous vous êtes rencontrés, mais vous avez posé les bases dès le départ. Donc peut-être qu'un entrepreneur, il devrait se construire dans la vingtaine, peut-être. Plus tôt tu commences, mieux c'est. D'accord, c'est ça en fait. Plus tôt tu commences, Avec mieux une personne qui accompagne. Pas forcément, commence. Alors je trouve que c'est toujours plus simple quand tu as commencé que quelqu'un vient te trouver dans ce que tu fais déjà. C'est plus simple, tu penses? Mais bien sûr, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas expliqué beaucoup de choses. C'est théoriquement, en fait on parle beaucoup de théorie. Quand tu dis oui, on va rentrer en Afrique, on va faire ceci, cela, c'est très théorique. Quand j'ai commencé à faire du business, toute cette théorie-là a volé en l'air. Ouais. Mais c'est pas du tout évident de dire à quelqu'un qui a passé quasiment toute sa vie en France, on va rentrer en Afrique, s'installer. Quand le voyage est vraiment là, qu'elle voit qu'elle va devoir dire au revoir à son père, au revoir à sa mère, qu'elle ne va plus les voir tous les week-ends, c'est plus la même chose. Mais oui, oui. Théoriquement, tu avais dit avant que c'était bien, mais là, maintenant, dans la pratique, ça devient compliqué. Parce que du coup, on va commencer à se rendre compte qu'on fait. Mais c'est la même chose. Entrepreneur, ça veut dire, surtout quelqu'un comme moi, je voyage tout le temps, je ne suis pas beaucoup là, mais c'est un prix que j'ai accepté de payer et dont on a parlé, et avec lequel, intellectuellement, elle est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que quand je me déplace pour 3 semaines, ça fait plaisir. Quand je fais 3 semaines, je reviens, je fais 3-4 jours, je repars 2 semaines, ça ne fait pas plaisir. Mais on en avait parlé, ça fait partie du prix à payer. D'accord. Je comprends que beaucoup d'entrepreneurs divorcent. Oui, parce qu'à un moment donné... C'est un peu triste hein, comme mais quand ça. tu regardes... mais moi, j'ai fait une vidéo là-dessus qui avait d'ailleurs très bien marché. Dangote, il en est à son 3e mariage. Et moi, j'aime souvent dire aux gens, disons-nous la vérité. Quelle est la femme qui, quand elle voit le confort de vie qu'elle peut avoir avec un homme comme Dangote, ne voudrait pas l'épouser? Beaucoup de femmes, en tout cas, voudraient. Il y a même des femmes qui ont déjà dit que moi, je vais supporter. Comment expliquez-vous que cet homme arrive à divorcer 3 fois? Ça veut dire que quand cette femme arrive dans sa vie et qu'elle voit la réalité de ce qu'implique être la femme de Dangote, elle se dit, malgré tout le confort que cet homme me donne, je préfère partir. C'est pas parce qu'il les frappe, hein. Non, c'est juste parce qu'il n'est pas là. Et lui, il a dit clairement, il s'était semé là-dessus. Il a fait le choix de dire qu'il ne fera jamais passer une femme
avant ses entreprises. Jamais, au grand jamais. Ça veut dire que s'il a besoin de rester au bureau parce qu'il y a une réunion importante avec quelqu'un qui est aux États-Unis, il a aménagé ce qu'il faut pour dormir au bureau. Si ça implique qu'il reste au bureau une semaine et qu'il ne vienne pas à la maison et qu'on ne le voit pas, ça veut dire qu'il reste une semaine au bureau. Mais quelle est donc cette femme qui va être dans une prison dorée dans laquelle elle ne voit jamais son homme parce qu'il, soi-disant, il est dangoté? Il y en a qui se disent, tu sais quoi, j'en ai marre, je me barre. Et donc elle s'en va. 1, 2, 3. Mais celles qui n'ont pas vécu ça avec lui, à l'extérieur disent, ces femmes-là sont folles. Si moi on me met à leur place, je vais rester. Moi, je pense C'est un prix à payer. oui, mais je pense que c'est plus simple que de rencontrer une personne et de construire, en tout cas, se construire professionnellement avec une personne. Ah oui, c'est sûr. Je pense, hein. C'est sûr, c'est Plutôt sûr. que d'avoir une personne qui se raccroche au wagon. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut rentrer dans l'esprit de l'entrepreneur. Il faut comprendre ses ambitions, il faut comprendre ses projets. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'il a dû divorcer plusieurs fois. Parce qu'elles l'ont trouvé à un certain stade. Exactement. Certainement. Je pense. Certainement. Mais après, je remarquerai aussi, parce que moi j'ai fait un constat qui m'a un peu surpris. Bill Gates, là maintenant, il a divorcé de sa femme. Ils sont nombreux à divorcer, hein, mais Bill Gates a divorcé après plus de 20 ans, 25 ans de mariage. Et il s'est mis avec une dame qui était l'ancienne épouse du PDG d'Oracle. Oracle, c'est parmi les 10 entreprises américaines, c'est une grosse boîte. Je me suis dit, mais cette dame-là, c'est quoi? Elle n'épouse que des multimilliardaires. Mais en fait, en y réfléchissant plus tard, je me suis dit, mais en fait, non. C'est beaucoup plus simple pour Bill Gates d'être avec une femme qui a été avec un homme de sa carrure. Parce qu'elle comprend certaines choses. Bien sûr. Elle va plus se poser, je veux dire, il n'aura pas à lui expliquer de matin, midi, soir. Or, s'il prend une fille au quartier, il va passer sa vie à avoir des prises de tête inutiles, à lui expliquer X, Y, Z choses, parce que pour cette fille-là, c'est un monde qu'elle ne comprend absolument pas du tout. Et donc, je suis d'accord avec toi que c'est plus simple quand tu commences avec quelqu'un, ou du moins quand cette personne te rejoint, quand tu n'es pas très loin dans le process. Parce qu'effectivement, au début, tu n'es pas là 2-3 jours. Elle comprend 2-3 jours. Quand tu passes à 4-5 jours, elle comprend parce qu'elle a déjà fait 2 jours. Quand tu passes à une semaine de voyage, elle comprend. Elle a déjà fait 4 jours. Mais quand tu prends quelqu'un que tu prends de nulle part et que tu viens le mettre dans ta vie et que tu dis que tu fais une semaine, alors que cette personne n'a jamais vécu 2 jours ou 4 jours, c'est beaucoup plus difficile. Mais être entrepreneur, et ça je le dis souvent, même à ma femme, je lui ai répété ça à plusieurs reprises. Et je le dis à tous les entrepreneurs qui veulent l'entendre. Tu ne peux pas épouser un entrepreneur et vouloir qu'il vive comme un salarié. Il faut sortir ça de l'équation. Tu ne peux pas épouser un entrepreneur et attendre qu'il soit à la maison à 18h tous les soirs, comme un gars qui finit à 17h et qui rentre à la maison. Sors ça de ta tête. C'est pas possible. Mais ça veut dire que l'entrepreneur ne peut pas faire de concessions? Ça dépend de l'ordre. Si, bien sûr, tout est question de concession. Oui. Mais quelle concession? À partir du moment, et ça il faut être clair là-dessus, à partir du moment où, et je pense qu'il faut éviter quand on a un partenaire, de se mettre en concurrence avec le business de l'autre. Et beaucoup de gens aiment bien faire ça, c'est-à-dire que tu veux pousser le gars ou la fille à choisir entre son business et toi. Mais ça c'est parce que tu t'es tombé sur le mauvais conjoint, je suis désolée. Quand tu en parlais tout à l'heure, c'est important de choisir la bonne personne. Oui. Et une personne qui se met à un moment donné en compétition avec le business, que ce soit la femme ou l'homme, peu importe. Mais ça arrive très souvent. Si, parce que comment ça arrive? C'est quand tu as une réunion et qu'on te dit oui, mais on devait faire une sortie. Elle te demande de faire un choix. Soit tu vas à ta réunion, soi-disant importante. Mais ça, c'est pas normal, ça. C'est ce que je dis. Elle te confronte à un choix. Oui, mais ça c'est le quotidien des entrepreneurs. Constamment, tu as un partenaire, même si le partenaire sait que le business est important, même si le partenaire sait que ce rendez-vous est important, l'être humain, et surtout les femmes, sont émotionnelles. Donc, fondamentalement, elle va vouloir que tu rentres tôt. Par exemple, supposons qu'elle ait prévu que vous ayez une rencontre romantique ce soir. Elle va tout préparer. Et puis, elle a prévu que tu rentres à 19h parce que vous avez convenu 19h. Mais toi, à 18h30, tu as le deal du mois qui va te permettre de boucler 15 000 euros. Mais tu sais que tu dois prendre cet appel. C'est un appel qui va durer 1 heure ou 2. Tu appelles pour prévenir. Vraiment, je suis désolé. J'ai ce truc qui arrive et tout. La plupart du temps, elle ne va pas comprendre. Même si elle te dit OK. Intellectuellement, elle a compris. Mais quand tu vas arriver, tu vas la trouver fâchée. Elle va te faire ressortir. Elle va te faire une scène parce que... Et pourtant, tu remets la scène 10 fois à un entrepreneur. Normalement, il doit choisir 10 fois de manière rationnelle le deal qui fait progresser le business. Le dîner, on peut le commencer à 21h.
et le finir un peu plus Question tard. de concession aussi. Voilà. On peut le reporter à demain et faire même un dîner là où on est plus content parce qu'on a eu un deal qu'on peut célébrer. Mais les émotions font que c'est pas toujours compris. Donc c'est pas si simple que ça. Et toi, je dis, être le partenaire d'un entrepreneur, ça par contre, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Être entrepreneur, je pense que tout le monde peut l'être parce qu'il faut trouver un produit ou un service que tu vends. Parce qu'en réalité, même quand tu vas dans une entreprise, tu vends un talent. Juste que tu as un seul client qui est ton patron. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plusieurs clients. Ouais. La compétence que tu vends à ton patron, en réalité, tu peux devenir consultant et tu la vends à plusieurs personnes et tu es déjà entrepreneur. C'est suffisant. Par contre, le prix à payer pour grandir, là, je suis d'accord, tout le monde n'est pas prêt à payer le même prix. C'est pour ça qu'on va avoir certains entrepreneurs qui vont rester petits longtemps et d'autres qui vont monter comme Quel est des flèches. l'avantage d'être entrepreneur et de rester petit? Parce que, en tant que, donc tu es serial entrepreneur, hein, bien entendu, au bout d'un moment, quand on a créé une entreprise, il y a la satisfaction d'avoir créé, de faire quelque chose qui fonctionne. On en veut une autre, on en veut une autre. Mais on ne reste jamais au même stade. Donc, moi, je ne connais pas d'entrepreneurs qui aujourd'hui se disent « je me contente de 3 000 €, ça me va, je suis bien ». Je ne suis même pas sûre que tu en connaisses autour de toi. Hein. Si, j'en connais chez les femmes, pas chez les hommes. Ah, Et c'est là où il faut bien reconnaître que les femmes et les hommes sont très différents. Une femme ne va pas souvent être prête à sacrifier certaines choses, comme sa famille, comme son couple, pour du business. Elle va accepter gagner moins, mais sécuriser l'éducation de ses enfants, être présente. Et c'est pour ça d'ailleurs que les femmes progressent moins que les hommes en entreprise. C'est pas parce que les hommes sont machos ou qu'ils refusent de donner des opportunités aux femmes. C'est parce qu'un homme, tu lui dis aujourd'hui, écoute, j'ai un contrat pour toi, ça demande que tu ailles en Casamance pour 6 mois et je triple ton salaire. Le soir, il te dit, je fais mes bagages, je m'en vais. Je vais expliquer à ma femme, elle va comprendre. Tu fais la même proposition à la femme, elle te dit, non, j'ai mon enfant qui va à l'école demain. à part si tu es en Afrique et tu as les conditions d'avoir quelqu'un qui garde. Mais même si tu as, oui, mais est-ce que tu vas laisser quelqu'un garder ton enfant pendant Non, 6 non, mois? Bah, c'est ce que je dis. Ouais, c'est La femme va avoir des considérations. Alors que l'homme va te dire, je vais partir, on va faire les appels vidéo. Tu vas m'envoyer les vidéos de l'enfant tous les jours. Tu vois, c'est des structurations différentes. Ouais. L'homme va être prêt à dire, non, il y a pas de problème. En plus, il va se dire, mais je fais ça pour vous. C'est Oui. pour vous que je vais là-bas, Ouais. que je me sacrifie, Ouais. que je vais Ouais. chercher de l'argent. Oui. La femme va dire, non, je préfère rester ici avec mes enfants, mon mari, plutôt que de partir en Casamance. Mais si c'est deux entrepreneurs, est-ce que l'homme ne peut pas soutenir sa femme dans, en tout cas, ce choix, cette décision se présenter? Est-ce que l'homme ne pourrait pas soutenir? On a vu ça. Je garde l'enfant pendant 6 mois et puis toi tu y vas. Mais le problème, c'est que je dis que même si l'homme est dans cet état d'esprit, la première personne qui est contre, c'est la femme. Ah, C'est la femme elle-même qui dit que d'accord. je ne veux pas vivre 6 mois loin de mes 3 enfants. Ce qui est normal. C'est du bon sens. Ouais. L'instinct maternel, on ne parle pas de l'instinct paternel, on parle bien de l'instinct maternel. La maman a besoin de se sentir proche de ses enfants, proche de son mari. Et le père a un détachement que la mère n'a pas. Le père peut aller, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on va voir que les hommes, tu vas voir des hommes qui ont plusieurs enfants avec plusieurs... Ça va être beaucoup plus difficile pour une femme d'avoir plusieurs enfants avec plusieurs hommes. Ça se fait, mais c'est plus rare qu'un homme, parce que l'attachement de l'homme aux enfants n'est pas le même que l'attachement de la mère aux enfants. C'est vrai. Donc les femmes elles-mêmes vont se priver d'opportunités. Moi j'ai une tante comme ça, qui est grande directrice générale aujourd'hui au Cameroun d'une grosse multinationale, mais quand elle en parle, elle dit que c'est parce qu'elle a payé le prix. Elle avait dit qu'elle part, elle laisse les enfants. On a tout dit d'elle dans la famille, on a tout dit d'elle au quartier, mais elle a décidé, parce qu'elle s'était dit, si je veux avoir le même niveau de responsabilité et les mêmes rémunérations que mes collègues hommes, je dois être capable de faire les mêmes sacrifices qu'ils font. Et aujourd'hui, elle dit, je n'ai pas été là souvent pour mes enfants, je ne les ai pas vus grandir. Aujourd'hui, je suis très fier de ma carrière, je suis la seule femme d'ailleurs dans le pays à avoir atteint ce niveau de performance. Si c'était à refaire, je le referais. Mais je me rends compte que quand je parle aux jeunes dames qui viennent me demander toutes la même chose, comment on fait pour être comme toi, quand je leur explique le type de sacrifice que j'ai fait, elles se retournent tout en partant en disant « ça va aller ». Elles ne sont pas prêtes à faire ce genre de sacrifice. C'est compliqué. C'est une question de sacrifice et de prix à payer. Et il faut comprendre que la réussite est un hôtel qui demande de payer un sacrifice. Et plus le sacrifice que tu es prêt à poser dessus est grand, et plus tu es prêt à aller loin. Voilà pourquoi je dis aux gens, il faut bien commencer tôt quand tu n'as pas de charge, parce que tu ne dépends de personne et tu es prêt à faire les plus gros sacrifices à ce moment-là. Et si quelqu'un te trouve donc dans ta vie d'entrepreneur, dans un mood dans lequel tu es déjà établi, parce que ce qui fait souvent mal, c'est quand vous commencez tous les deux à aller rien là, Oui. et que ta vie commence à changer.
Et tu commences maintenant à ramener des histoires différentes que l'autre personne ne comprend pas. Mais si, quand elle t'a trouvé, elle voyait déjà que tu es dans un mindset de je veux aller loin, 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 que tu es déjà dans une certaine façon, elle va se poser la question de est-ce que je veux être avec un homme comme ça ou pas? Parce qu'elle va déjà te voir dans une projection de vie. Et la projection de vie d'un entrepreneur n'est pas la même que celle d'un salarié. Dans tous les cas, c'est toujours une question de prix à payer. Quel prix tu es prêt à payer pour développer davantage tes activités? Ça peut demander que tu voyages plus, ça peut demander que tu dormes moins, en tout cas, ça va te prendre du temps et de la présence. Ouais. Alors, je vais rebondir sur l'entrepreneuriat, mais pour entreprendre en Afrique. Oui. Quand la majorité, je pense, des personnes que tu accompagnes ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas les opportunités. Les gens qui viennent de l'Occident, ils entendent parler de l'Afrique. L'agriculture, l'immobilier, les secteurs qui fonctionnent. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est peut-être dangereux de se dire, je retourne en Afrique, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre toute ma famille, j'arrive ici et je vais saisir les opportunités. On verra, je me laisse 1 an pour saisir les opportunités. Ou alors, vaut mieux peut-être trouver en amont, une fois qu'on est là-bas, enfin, on est sur place, trouver ce qu'on veut faire et ensuite développer ici ce que tu veux faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui moi j'échange, ils arrivent. Bon, là, on arrive pendant la rentrée scolaire. C'est bientôt la rentrée scolaire, on aura une vague de personnes, de repas qui vont arriver. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu as? Ah ben non, on m'a juste dit que l'Afrique, c'était un peu l'Eldorado. Je vais voir ce qu'il y a à faire sur place. Les deux, pareil. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise oui, réponse. Mais... Les deux schémas sont possibles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais il y a aussi une façon dangereuse aussi de se dire, je me repatrie quand même. Non, c'est pas dangereux parce que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans des positions inconfortables pour se bouger. Avec toute une famille derrière? Oui, bien sûr. Ouais. Justement, tu as des gens qui se disent, un peu comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai une femme et des enfants, je me dois de gagner tous les mois une certaine somme d'argent. Et donc ça va créer une pression qui fait que même arrivé ici au Sénégal, cette pression va faire qu'ils vont se bouger. Ils vont aller chercher. Il y a beaucoup de gens qui ont lancé leur business quand on les a virés. Oui. Parce que là, maintenant, ils n'avaient plus le choix. C'est-à-dire qu'ils avaient une idée pendant longtemps qu'ils repoussaient. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut se méfier du salariat qui est un confort paralysant. Le confort est l'ennemi numéro 1 du succès. Parce que quand tu as goûté à un certain type de confort, c'est beaucoup plus difficile pour toi d'accepter d'aller prendre certains sacrifices et d'être prêt à repartir de plus bas pour pouvoir redémarrer. Voilà pourquoi il faut éviter, en tout cas moi c'est ce que je dis aux gens, il faut éviter de s'habituer à un certain confort. Parce que tu peux le perdre. Et pourtant, il faut être en capacité de pouvoir recommencer. Moi, quand je prends... Il y a des gens qui me disent, mais Philippe, ça m'arrive de prendre des taxis à Dakar. Tu prends un taxi? Je dis, où est le problème? Mais comment toi, tu peux prendre un taxi? Je suis né dans un Range Rover. C'est parce que j'ai un Range Rover à Paris que ça veut dire que je dois commencer à me dire que mais non, je ne peux pas arriver en Afrique, c'est quand même moi. Non, s'il y a des motos, je prends la moto. Enfin, je vis simplement, c'est tout. Je garantis un minimum de sécurité quand même. Mais après, à part ça, je ne suis pas à la recherche du confort dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est important de toujours être dans cet état d'esprit de tout ce que j'ai aujourd'hui, ça ne me définit pas. Ce n'est pas la Tesla qui me définit, ce n'est pas le Range Rover qui me définit, ce n'est pas la villa avec piscine qui me définit. Pas du tout. Moi, je n'ai pas de problème pour venir dormir dans une petite chambre à 3, 4, on rigole, ni de venir manger ensemble du riz ou du tiep. Ça ne me pose aucun problème. Parce que c'est comme ça que je suis. Mais le problème de certaines personnes, justement, c'est parce qu'ils commencent à essayer de s'emprisonner dans « Oui, moi, je viens de la diaspora, mes enfants doivent être dans l'école française. Pourquoi Ça prend 500 €. Pourquoi J'allais venir. Pourquoi? Si ton budget te le permet, why not? Mais il y a dans certains pays là où le niveau d'éducation est bon dans le secteur privé, ça coûte 3 fois moins cher. Mais ça, il faut le savoir. Mais si tu dois préparer un minimum ton retour. Tous ceux qui ont... Alors ça, c'est peut-être le cas des personnes qui ont vécu uniquement en France. Mais quand tu as vécu en Afrique, tu sais que les écoles françaises et autres, c'est beaucoup de pipeaux. Niveau éducation, on n'enseigne rien de particulier. Sauf dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, dans lesquels l'éducation nationale a été complètement fragilisée. Et ces écoles-là, finalement, viennent être des remparts. Parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la première chose que j'ai essayé de faire, c'était d'inscrire mes enfants à l'école publique. Parce que moi, j'ai grandi au Cameroun. Et l'école publique au Cameroun, à mon époque au moins, était beaucoup plus forte que les écoles françaises, américaines, des écoles dans lesquelles, finalement, les parents allaient mettre leurs enfants
pour montrer qu'ils avaient atteint un niveau financier et pas à cause de la qualité de l'éducation. Mais moi, je suis à un stade où je n'ai rien à prouver à personne, tu vois. Je n'ai pas besoin de te prouver que j'ai de l'argent et donc pour ça, je dois mettre mes enfants dans une école française. Je mets mes enfants dans une école qui va leur donner les connaissances de base. Et donc, j'arrive en Côte d'Ivoire et je me renseigne sur les écoles. Il se trouve que l'une des personnes que j'accompagne en Côte d'Ivoire est professeure des écoles. C'est une maîtresse d'école. Et c'est elle qui m'a accompagné dans le choix. En me disant qu'en fait, ici en Côte d'Ivoire, on a 3 catégories d'établissements, ainsi de suite. Et l'enseignement public, malheureusement, a beaucoup chuté. On est en train de beaucoup réinvestir dedans pour que ça redevienne ce que ça a été autrefois. Mais je ne te conseille pas d'inscrire tes enfants dans l'éducation nationale si tu veux avoir un bon suivi, ainsi de suite. Donc, elle va m'orienter vers des écoles. Mais dans la liste des écoles qu'elle va me donner, il y avait des écoles dites françaises et autres. J'ai dit non. Je préfère aller dans une école internationale qui coûte à peu près les mêmes prix, mais pas à l'école française. Parce que je sais ce qui est enseigné là-bas. Je connais le niveau des écoles françaises et ce n'est pas reluisant. Il y a beaucoup de salons, beaucoup de conférences qui se font ces dernières années. Voilà, on voit de tout. Voilà, revenez en Afrique, c'est super, c'est génial, on va bien s'amuser. Ok. Mais tu viens de me parler de quelque chose qui est très important, l'école des enfants. C'est-à-dire que, de par ton expérience, tu sais qu'en Afrique, l'enseignement africain, entre guillemets, est meilleur que l'école française. Il y a très peu de gens, en tout cas, quand ils décident de se repatrier, qu'ils le savent. Automatiquement, ils vont se diriger vers l'école française, parce que dans leur esprit, c'est la France, c'est génial, tout est génial. Mais tous ces salons, ces conférences, les personnes qui les animent, qui n'ont jamais mis leurs pieds en Afrique, qui ne peuvent pas donner de vrais conseils comme celui-ci, est-ce que ce n'est pas dangereux pour les personnes de la diaspora ? Tu veux que je tire sur les salons? Non, je tire pas sur les salons. Moi, je fais un forum qui s'appelle Back to Africa. Oui. Je profite, 28-29 septembre, au Palais des Congrès à Paris. C'est le plus gros forum aujourd'hui. On est quand même sur 8000 personnes sur 2 jours. Et je me suis posé la question, justement, est-ce que je dois faire un événement? Est-ce que tu es légitime pour faire? Est-ce que je suis légitime à faire un événement? J'en suis arrivé à la conclusion que c'est difficile d'être plus légitime. Je connais l'Afrique. Je vis une grosse partie de l'année en Afrique. Je suis retourné moi-même sur le continent. Je connais bien la France. J'ai fait ce qu'il fallait faire en France en termes d'études, de travail, de business. Donc, je connais le mindset des gens là-bas. Je sais les craintes qu'ils peuvent avoir, les questions qu'ils peuvent avoir. Mais je connais surtout les réalités, pas que d'un pays, mais de plusieurs. Parce que je passe ma vie entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. À une période, je venais au Sénégal, 5-6 fois par an. Enfin, je venais beaucoup au Sénégal. Pareil en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, c'est des pays dans lesquels j'ai commencé à comprendre que c'est l'Afrique de l'Ouest. Dakar, c'est pas Abidjan. L'Ivoirien, c'est pas le Sénégalais, ainsi de suite. Et donc, tout ceci, je pense, m'a donné une certaine légitimité à pouvoir penser à un événement dans lequel je me suis dit, justement, quels sont les vrais besoins des gens de la diaspora? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Et si tu remarques bien, la plupart des événements, comme tu l'as dit, moi, je trouve qu'ils ne sont pas faits pour être des événements pragmatiques. C'est parfois des événements dans lesquels on vient, on parle. Et même les gens qu'on choisit pour parler ne sont pas légitimes pour parler. C'est juste que maintenant, il y a une hype autour de l'Afrique. Et donc, on se dit, on va faire un événement. Oui, parce qu'au final, on peut pousser les gens à avoir des informations inexactes et surtout avoir le sentiment que c'est beaucoup trop simple par rapport à ce qu'est la réalité. Et bien évidemment, il faut aller dans un endroit où on va te dire la vérité. Et je pense que l'un des meilleurs moyens d'avoir la vérité, c'est d'aller écouter des faisans, des sachants, des gens qui te parlent de par leur propre expérience. Je ne comprends pas qu'on puisse faire un forum pour parler de business en Afrique. On invite des gens qui vivent en Europe essentiellement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. L'Afrique évolue très vite. Si tu quittes Dakar aujourd'hui, tu reviens 5 ans plus tard, tu auras l'impression d'être étranger ici. Ça évolue très vite. Et donc, il y a un certain nombre de... Moi, quand je fais un forum, je m'assure que les principaux invités que je fais venir vivent en Afrique et ont du succès en Afrique. Ont des résultats concrets, palpables en Afrique. Et c'est tout ça qui légitime l'événement et qui fait que les gens, je pense, viennent massivement à Back to Africa parce qu'ils ont justement le sentiment qu'ils vont avoir de vraies informations. Et plus le forum, plus les années vont et plus j'essaie de... Cette année, par exemple, on va faire venir les impôts. Parce que les gens qui veulent faire du business ont besoin de savoir quelle est la fiscalité dans les pays. J'ai rendez-vous avec les gens, même ici au Sénégal, de l'API.
de l'APIX, qui est l'agence de promotion des investissements du Sénégal, parce que je veux qu'ils viennent à Back to Africa pour expliquer à la diaspora qu'est-ce que le Sénégal a mis comme dispositif pour faciliter l'installation dans le domaine de l'entrepreneuriat au Sénégal. Beaucoup d'Africains pêchent par ignorance. Mais si tu viens lancer un business au Sénégal et que je viens être ton concurrent, moi je ne paye pas d'impôts ni de douane pendant 5 ans, tu penses que tu peux rivaliser? Tu ne peux pas. Et pourtant, c'est ce genre de diaspora font. Quand un Libanais vient faire un business en Afrique, quand un Chinois vient faire un business en Afrique, quand un investisseur vient dans un pays, il ne bouge pas s'il n'a pas accès aux mesures incitatrices que le pays a mis en œuvre. Il ne bouge pas. Or, nous, quand on vient faire du business, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on va là où on crée les entreprises, on s'immatricule là-bas et on est content, on dit, bon, j'ai créé ma boîte au Sénégal, je peux me lancer. Erreur, erreur, erreur. Parce qu'une fois que tu as créé ta boîte, tu n'es plus éligible aux incitations. Tu dois avoir les incitations avant de créer ta boîte. Et ainsi, quand tu crées ta boîte, tu entres dans un cheminement dans lequel ces institutions-là vont t'accompagner pour que tu ne payes pas d'impôts, tu ne payes pas de douane. Parfois même, ils te trouvent un site sur lequel tu vas devoir t'implanter. Mais combien de personnes savent ça? Mais exactement. C'est pour ça que je me posais la question, à savoir tous ces salons réellement, est-ce qu'ils sont légitimes? Beaucoup d'entre eux, c'est du vent. D'accord. Beaucoup d'entre eux, c'est du vent parce qu'ils ne sont pas concrets. Et pourquoi ils ne sont pas concrets? Parce qu'ils sont malheureusement initiés par des personnes qui elles-mêmes ne font pas vraiment du business. Parce que quand tu fais vraiment du business, tu commences à comprendre les enjeux dont je viens de te parler. Là, c'est parce que je fais du business que je sais qu'on ne s'implante pas quelque part. Au début, j'ai fait les mêmes erreurs. Je suis venu, j'ai créé ma boîte, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience que j'ai quand je veux créer une boîte dans un pays, si je n'ai pas les mesures facilitatrices, je ne crée rien. Aussi simple que ça. Et je veux que la diaspora commence donc à avoir les bons réflexes pour pouvoir se lancer. Ici au Sénégal, par exemple, la PIX va plus loin. Quand tu veux t'implémenter, il t'aide même à trouver des écoles pour tes enfants. Ça, il faut le savoir. Mais ça, il faut le savoir. L'information fait toute la différence. Exactement. Exactement. Mon père dit souvent que l'ignorance est la pire des maladies. Oui, exactement. Donc, arrêtons d'être ignorants. Venez à Back to Africa. Exactement. 28-29 septembre. Au Palais des Congrès à Paris. Tu es invité d'ailleurs. Si tu es à Paris, il faut. Eh bien, avec plaisir. Et je passerai. Séné People est invité. Ok, il n'y a pas de souci, toute l'équipe. Vous avez du bon matériel. Venez. Donc, on va conclure sur une dernière petite question que je vais poser. Tu dois avoir des réfractaires. Forcément. Voilà, des personnes qui doivent se dire, oui, mais c'est facile, Philippe, toi, t'as une bonne position, donc tu peux te permettre d'aller en Afrique. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont réfractaires par rapport à l'Afrique et se dire, j'ai pas forcément envie de rentrer? Quelle solution, toi, tu peux leur apporter? Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là? Parce qu'il va falloir qu'on rentre. Certains n'en sont pas convaincus. Quoique, les derniers événements en France ont bousculé quand même les gens. Oui, Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas si sécurisés que ça en France. Et au-delà même d'avoir des papiers, moi, je n'ai pas un problème de papier. Je veux dire, personne dans ma famille n'a de problème de papier. Mais ma femme m'a dit un truc une fois qui m'avait fait... C'est des choses dont nous, on ne se rend pas compte. Mais elle a dit, ça fait quand même étrange d'arriver à un endroit où tout le monde te ressemble. Rien que ça. Ouais. Et je me suis aussi dit, je n'ai pas envie que quand mes enfants rentrent de l'école, qu'ils viennent me poser des questions sur leur légitimité à être là, leur légitimité à s'appeler comme ils s'appellent, parce qu'ils ont leur donné des prénoms africains, leur légitimité à être français comme tout le monde, leur légitimité... Non, je ne voulais pas d'un cadre dans lequel, en plus du challenge des études qu'ils doivent faire, qu'ils doivent se poser des questions existentielles par rapport à qui ils sont. Et il faut se dire la vérité, la plupart des jeunes qui ont grandi en France ont été confrontés à ça. Et ils le disent tout le temps. On m'a souvent fait sentir que je n'étais pas chez moi. Et ça, tu vois, je n'ai pas envie que mes enfants grandissent avec ça. Ce n'est pas comme si des endroits manquent sur terre pour se sentir chez soi, surtout quand on est africain, on a un vaste continent. Et je ne voulais pas qu'ils grandissent avec cette idée d'appartenance. Et en Côte d'Ivoire, ils ne se posent pas la question. Il n'y a pas de « ah, je ne suis pas dans mon pays ». Ça ne leur passe même pas par l'esprit. À aucun moment, quelqu'un ne leur a fait comprendre qu'ils étaient pas légitimes, pas chez eux. Et donc, rentrer en Afrique, c'est bien plus qu'une question d'argent. C'est d'abord une question de sens. Quelle vie tu veux mener? Quel sens tu veux donner à ton existence? Et je terminerai en disant qu'il faut faire le choix entre être un consommateur et un bâtisseur.
L'Europe est faite et nous n'avons qu'à consommer là-bas. Et les Africains aiment bien se pavaner dans la consommation. Tu viens devant une voiture, tu prends une photo. Devant une belle statuette, tu prends une photo. Mais tout ça a été construit par d'autres. Ce sont les mêmes qui se plaignent pour dire qu'il n'y a rien chez eux. Mais ils oublient que pour que des choses soient faites chez eux, il faut que des gens comme eux se lèvent, se retroussent les manches et viennent affronter les challenges qu'il y a localement pour pouvoir faire évoluer les choses sur le continent. Donc c'est à vous de venir faire changer le Sénégal, c'est à vous de venir faire que le Sénégal aille plus loin. En plus, dans cette période dans laquelle il y a un nouveau gouvernement, il faut que les choses soient claires. Ce gouvernement ne fera pas tout seul et ils auront besoin que des Sénégalais, que des Sénégalaises, que des Africains viennent pour prendre les places parce que la nature a horreur du vide et les places que les Sénégalais ne prendront pas, des Libanais les prendront, des Chinois les prendront, Exactement. Ainsi de suite. Et comme j'aime souvent le rappeler, si vous n'êtes pas venu pour faire, vous n'êtes pas légitime à critiquer. Il n'y a que quelqu'un qui, comme toi, est revenu pour lancer quelque chose, qui a des résultats, peut maintenant dire aux autres, les gars, qu'est-ce que vous faites? Il y a de la place. La preuve, regardez. Je suis venu en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Voilà ce que j'ai pu commencer à construire. Venez le faire. Mais rester derrière ces claviers, à Paris, à New York, et commencer à dire que au pays là-bas, ils sont corrompus, au pays là-bas, ça n'a aucun sens et ça ne change rien. Et le pire, c'est que ça n'empêche à personne de faire quoi que ce soit. Les petites critiques sur Internet n'empêchent pas aux Libanais de s'installer. Ça n'empêche pas aux Chinois de s'installer. Si tu veux réellement apporter une alternative, viens et fais du business, prends des parts de marché, parce que c'est comme ça que tu deviens inquiétant. C'est le jour que tu crées une structure qui peut rivaliser avec une structure française que tu deviens inquiétant. C'est le jour où 3, 4, 5 acteurs sénégalais, africains se mettent ensemble, créent une brasserie qui rivalise avec les brasseries françaises qui sont là, que vous devenez inquiétant. Tant qu'on ne fait pas ça, tout le reste, c'est du bavardage. L'économie sénégalaise, parce que les nouvelles autorités ont dit qu'elles allaient apporter une rupture. Mais il faut qu'on le dise, le premier investisseur au Sénégal, c'est la France. Tant que la France restera le premier pays investisseur du Sénégal, le Sénégal n'aura pas sa liberté économique. Parce que ça veut dire que demain, si on est fâché à l'Élysée, on demande simplement aux entreprises françaises de se mettre en grève et c'est beaucoup de Sénégalais qui seront dans la rue parce qu'ils ont perdu leur travail. Et tu ne peux pas être une économie. Et ça c'est la vraie colonisation. C'est la colonisation économique. C'est quand tu as une économie artificielle dans laquelle des entreprises qui font des bénéfices chez toi rapatrient leurs bénéfices. Tu deviens un endroit dans lequel on vient prendre pour aller ailleurs. Et c'est ce qu'on a vu par exemple avec Bolloré. Bolloré est devenu l'un des hommes les plus riches de France. Mais il a fait toute sa fortune en Afrique. Et il a fait repartir sa fortune vers la France. Et les Africains doivent comprendre que c'est comme ça que ça marche. On ne peut avoir de réel... Et c'est pour ça que je dis, les autorités sénégalaises, moi je vais les attendre. Là où, par exemple, on a eu au Nigeria, le président nigérien qui avait créé des conditions favorables pour l'émergence des multimilliardaires. Dangote, Tony Elumelu et plein d'autres multimilliardaires nigériens le sont du fait d'un président nigérian, Obasanjo, qui avait dit « Mon objectif quand je vais quitter la présidence, c'est de créer au moins 100 milliardaires nigérians. » Donc j'espère que les nouvelles autorités, Diomaye Faye, le président, Ousmane Sonko, son premier ministre, vont avoir cet objectif-là, de créer au Sénégal au minimum 100 milliardaires en dollars sénégalais. Parce que si on crée des acteurs aussi géants dans l'économie sénégalaise, on va avoir ce que l'on a au Nigeria aujourd'hui. Dangote avait dit, les problèmes qu'on a dans les pays francophones, c'est que ces pays-là ne leur appartiennent pas. Ces pays appartiennent aux multinationales étrangères qui sont beaucoup trop puissantes et beaucoup trop influentes chez eux. C'est très différent au Nigeria parce qu'au Nigeria, nous possédons notre économie. Donc, tant que l'économie sénégalaise est possédée par des multinationales françaises, et ce que je dis pour le Sénégal est valable pour la Côte d'Ivoire, est valable pour le Cameroun, est valable pour d'autres pays africains, parce que quand on vient, il faut prendre les 5 secteurs stratégiques. Quand on prend les 5 secteurs stratégiques de nos pays, on va voir que c'est souvent possédé et dirigé par des multinationales françaises. La banque, la Société Générale est souvent l'une des premières banques dans les pays africains. Or, on sait tous quel est le rôle de la banque dans le financement d'une économie et dans la création des champions. Ça veut dire que s'il y a un Sénégalais ici qui a un projet très intéressant, mais qui demande 2 milliards de dollars et que pour lancer ce projet, il doit aller prendre un financement, mais que la Société Générale voit qu'il va être concurrent d'une société française, on peut dire qu'on ne lui donne pas le financement. C'est eux les premiers. Exactement.
Et ce que je dis là est valable dans le domaine des énergies. Bien souvent, Total est la première entreprise de l'énergie dans beaucoup de nos pays. En Afrique. En Afrique, francophone. Total va être numéro 1 au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ça, c'est dans le domaine des banques. Dans le domaine des assurances, on va souvent avoir AXA. Dans le domaine de la cimenterie, on va avoir Lafarge ou Holcim. Et regarde un pays comme le Sénégal où on construit tout avec du béton. Ouais. L'entreprise numéro 1 est française. Et tu vas te rendre compte que... Et c'est ça la vraie colonisation. C'est pas juste le franc CFA, les bases militaires. Ces aspects-là sont importants, hein, mais je tiens à préciser que l'Allemagne a une base militaire américaine en Allemagne. Ça n'empêche pas l'Allemagne d'être la première puissance économique européenne. Je ne dis pas qu'il faut qu'on garde la base militaire, je pense qu'il faut qu'elle dégage. Je pense qu'il faut sortir du franc CFA. Mais je dis que si c'est ça nos combats, on n'a pas compris les vrais enjeux. Le vrai enjeu est économique parce qu'à la fin de la journée, c'est celui qui donne l'argent qui dicte ses règles. Si les entreprises les plus riches au Sénégal sont des entreprises françaises, alors les ordres viendront de Paris. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire les ruptures qu'on veut, mais si à la fin de la journée, le premier, parce que comment se finance un État? Par l'impôt. Si le premier qui paye l'impôt chez toi, c'est un Français, c'est lui qui te dit ce qu'il faut faire. Exactement. Il a un moyen de pression énormissime. Et avec la petite démonstration que je fais. Un autre élément, les brasseries. Dans la plupart de nos pays, c'est Castel. Exactement. Au Sénégal, c'est Castel. En Côte d'Ivoire, c'est Castel. Au Cameroun, c'est Castel. Et donc, tu vois que tu te retrouves avec 5 secteurs stratégiques de ton économie qui sont entre les mains de multinationales étrangères. Mais pourtant, quand tu vas en France, aucune entreprise étrangère ne monopolise un secteur important. Exactement. Aucune entreprise étrangère. Tu vas aux États-Unis, aucune. Et c'est là qu'on va aller chercher notre véritable liberté et indépendance. C'est quand on va devenir les maîtres chez nous. Ça doit commencer maintenant. C'est pour ça qu'investir au pays, c'est pas une alternative. C'est quelque chose qui doit se faire. Et moi, je dis souvent que ne l'oubliez pas, l'Afrique va se développer. Qu'on le veuille ou non, quand je ne veux pas développer, je n'ai pas des infrastructures, oui, bien sûr. et tout. Le problème, c'est qui va la développer. Si ce sont des étrangers qui développent l'Afrique, le continent africain ne nous appartiendra plus. On va être dans des pays dans lesquels on a toutes les infrastructures qu'on veut, mais en fait, on est une population enchaînée chez elle, parce qu'elle ne contrôle rien du tout. Donc, il est important que les Africains comprennent l'urgence d'entreprendre dans leur pays et qu'ils reviennent pour être des acteurs déterminants du changement. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur Investir au pays, en montrant l'exemple, en incitant un maximum de personnes à faire la même chose, parce que c'est là que se trouve le véritable enjeu. Le jour où on possède nos économies, c'est très facile de dire à la France dehors, aux États-Unis dehors. Bien sûr. Parce que si tu dis même, parce que prenons le cas, si aujourd'hui le président sénégalais décide que, ok, je vais décider que je ne veux plus travailler avec Total. Mais c'est quoi l'alternative sénégalaise? C'est ça. Oui. Si tu dis, il faut que la France parte, ok, mais c'est quoi les alternatives sénégalaises? Parce que si c'est pour laisser la France, pour aller prendre la Chine ou la Russie, qui est devenue le Messie maintenant, est-ce que c'est mieux? Tu quittes un maître pour un autre. En réalité, ce qu'il faut, c'est, je dis aux entrepreneurs français, je vais vous mettre de la concurrence locale. Je vais vous mettre de la concurrence locale à tous les niveaux. Et à chaque fois qu'il y aura un marché d'État, je le donnerai en priorité à une entreprise, d'abord sénégalaise. S'il n'y a pas un Sénégalais qui le fait, je vais chercher un Africain. Je préfère décider qui je vais enrichir. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, c'est ça. Le pire, c'est qu'on enrichit des gens qui se moquent de toi après. Qui te disent après chez eux, tu rentres chez toi. Exactement. Et pourtant, c'est toi qui les enrichis. Exactement. C'est incroyable. Mais là, le problème est très profond. Ce que tu dis, c'est très intéressant, parce que le problème est très profond. Parce que les gens ne comprennent pas l'enjeu. Pour eux, ils sont tout petits en Occident. Ils se considèrent tout petits, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ensemble, si tout le monde décidait de rentrer en Afrique, encore une fois, je te le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour rentrer. Non, tout le monde ne rentrera pas. Tout le monde ne rentrera pas. Il faut qu'on ait une diaspora. Voilà. Mais bien sûr. on a une puissance de frappe qui est extraordinaire. Mais pour ça, on a besoin des gens de la diaspora. Mais bien sûr. Mais communiquer dans le bon sens. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, les salons, voilà. Mais il faut communiquer dans le bon sens. C'est-à-dire commencer par le problème profond, à savoir si nous, on était présents. Et on peut entreprendre tout en restant en Occident aussi, également. Bon, après, il y a le problème de confiance, ça on en reparle. Non, mais tu peux venir de temps en temps. Et puis, il y a des business qui peuvent... Moi, c'est un autre thème à Back to Africa cette année. Quels sont les business qu'on peut lancer en Afrique sans y vivre?
Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens Ça, qui ne c'est sont pas très prêts à intéressant, rentrer. bien sûr. C'est le thème de cette année. Quel business je peux lancer en Afrique sans y vivre? Je suis venu ici, par exemple, filmer quelques entrepreneurs qui seront à Back to Africa comme panélistes. On a plusieurs Sénégalais là-dedans. L'un des Sénégalais que j'ai interviewé, c'est Aziz Ndiaye, qui vit en Suisse. Il est installé en Suisse et il a créé une entreprise d'importation de fruits. Donc lui, il fait partir les fruits du Sénégal pour l'Europe depuis la Suisse. Il n'a pas besoin de vivre ici. Il vient ici de temps en temps pour suivre son verger, pour pouvoir former ses équipes, mais il vit en Suisse. C'est parfaitement possible de vivre à l'étranger et de développer du business ici. Oui, mais en amont, il a dû venir ici Mais bien sûr. pour venir. Voilà, mais je pense il y a une phase où tu viens, voilà, c'est l'installation. Parce que le fait de venir ne pose pas problème. Tout le monde peut venir une semaine, Oui. 2 semaines. Oui. Ce qui pose problème, c'est le fait de tout quitter pour venir s'installer. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est vous n'êtes pas obligé de tout quitter pour venir vous installer, pour commencer. Pas du tout. Maintenant, il va peut-être arriver à un certain stade de croissance là où ça va s'imposer parce que tu commences à gagner de l'argent et tu sens qu'il faut que je sois là pour faire grandir ça. Ou alors, comme on a dit tout à l'heure, tu fais le choix de te dire je me limite à ça, je ne veux pas aller plus loin. Oui, Mais pour commencer, tu n'es pas obligé d'être ici. d'accord. Pour commencer. Oui. Ok. Il y a beaucoup. Et par exemple, des architectes. Moi, je connais des gens qui ont des c'est sociétés de vrai. construction en Afrique qui ne sont pas en Afrique. Ils te dessinent tes plans depuis l'Europe. Des agences de marketing. Tu n'as pas besoin Exactement. d'être ici pour lancer une Exactement. agence de marketing. Tu viens, tu discutes avec tes clients, vous convenez de la méthode de travail, tu rentres en France et tu travailles. Tu peux avoir peut-être un point d'appui local. Oui, mais il faut se faire quand même il faut se faire connaître. Il faut quand même avoir sa clientèle. Sa clientèle, en Afrique, c'est beaucoup de l'humain. Oui. Donc, on a besoin de voir les gens, de discuter avec les gens. Donc, si tu ne viens pas, ça va être compliqué quand même. Non, mais c'est ce que je dis, tu viens de temps en temps. On ne Ok. peut pas faire du business avec quelqu'un qu'on ne voit jamais. Mais je crois que ça, c'est pas si vrai que ça. Moi, l'une des personnes que j'invite cette année, c'est Loïc Makosso qui est au Congo. Et il aide les entreprises à se financer. Il est structure pour aller chercher des financements. Et il travaille avec des banques pour financer des entreprises. Il m'a dit qu'il a beaucoup de clients qu'il n'a jamais vus de ses propres yeux. Il a des clients au Congo. Il a des clients à lui qui sont en Angola. Il ne les a jamais vus à part des visioconférences. D'accord. Donc, il y a des business qu'on Donc, peut c'est faire sans se voir physiquement. Et ça, il faut que les Africains l'intègrent. Il y a beaucoup de métiers comme ça qu'on peut lancer sans avoir soi-même à être présent en permanence. À un moment, il faut être là, c'est vrai, mais tu n'as pas besoin d'être là tout le temps. Et il faut que les gens le sachent. Ok. Bon, bah, écoute, on va conclure. En tout cas, c'était un bel échange. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Où est-ce que tu te vois en tant que serial entrepreneur, businessman, dans un an? Dans un an, je suis sur plusieurs gros projets là maintenant. Dans un an, je suis en train de lancer mon usine. D'accord. Dans un an, On suit voilà, ça, j'en ouais. parle sur la chaîne. Donc, dans un an, j'espère que j'aurai bien avancé, que la construction de l'usine sera bien entamée et peut-être, pourquoi pas, lancer les activités à la fin de l'année prochaine. Et si ce n'est pas possible, 2026 maximum. Ok. Tu te revois retourner en Occident ou pas? Non, Pour faire quoi? Je sais pas. Je te pose la En question. vacances? Est-ce Oui. que tu te vois S'installer. déménager? Pour repartir en Occident, Oui. dans aucun schéma. D'accord. Je ne vois... Peut-être si je tombe gravement malade parce que j'ai pas le Oui. peut-être dans le cadre de la santé, peut-être. Mais sinon, non. Je ne Non. vois pas... Et tes enfants, par rapport aux études, tout ça, ils resteront ici en Afrique ou tu les vois Au moins jusqu'au bac. jusqu'au bac? Après, moi, je suis très ambitieux. J'aimerais que mes enfants fassent les plus grosses écoles au monde, D'accord. dans leur domaine, pour aller chercher la connaissance. Et il faut que les Africains aillent chercher la connaissance là où elle se trouve. Donc, en fonction des domaines qu'ils vont choisir, s'il faut qu'ils aillent demain, ça c'est ce que je me suis dit, s'il faut que demain j'ai un enfant qui aille à Harvard, ou qui aille au MIT, ou qu'il aille dans une autre grande école mondiale, il ne faut pas que ce soit l'argent qui soit le problème. Bah écoute Philippe, je te remercie. C'est moi. Ça a été un très bel échange en tout cas. Et puis bah, on se revoit à Back to Africa, Yes. 28 et 29. Venez nombreux les amis, Back to Africa. On a un site d'ailleurs qui s'appelle Back Oui. to Africa. Exactement, mais on mettra tous les liens de toute Super. façon. Et puis voilà. déjà, pour ceux qui sont à Dakar, déjà ce samedi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé un nouvel épisode de Naître ici, vivre ailleurs. Si vous aussi vous avez tenté l'expérience et vous souhaitez la partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tous les autres, on se retrouve en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au cœur de la vie d'un nouveau repat. À très bientôt.